Bonjour à tous. Déjà, merci Jean-Luc Mécré-Christophe pour l'invitation. C'est la première fois qu'on participe effectivement aux journées de l'Europe vue du ciel. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu la technologie de façon assez globale. On ne va pas faire un cours sur les modèles en eux-mêmes. Et surtout vous montrer là, en quelques temps d'existence, les cas d'usage qu'on a eu à traiter avec les différentes collectivités. Pour vous présenter très brièvement Bipartners, en fait, c'est des travaux de thèse qu'on a menés au commissariat à l'énergie atomique, plutôt pour des intérêts défense dans un premier temps, qu'on a en fin de thèse transformé en entreprise, où sur des images au départ satellites, on détecte des objets de façon massive, donc sur un champ de bataille. Et ensuite, on va venir utiliser une deuxième IA qui reproduit le raisonnement opérationnel d'un agent de l'armée pour pouvoir qualifier l'objet, le quantifier, le ranger dans une case, évaluer sa dangerosité, et ensuite le géométriser pour envoyer une image aux personnes qui sont sur le terrain. Ça, c'était le premier cas d'usage et l'utilisation initiale. Et ensuite, en discutant au fur et à mesure avec les différentes collectivités, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins sur notamment le passage à l'échelle pour la détection des objets qui constituent votre territoire, pouvoir les géométriser et surtout faire face aux problématiques de manque de staff pour aller faire le relevé terrain. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter avec Jean-Luc, qu'on est descendu d'une échelle de l'image satellite aux orthophotographies. On a pas mal entraîné nos modèles sur les outils de l'IGN et ensuite on est passé sur des orthos à 5 cm. Mais juste un simple mot d'introduction sur la technologie qui est utilisée. Il y a deux types d'IA qui sont utilisés dans nos modèles. Il y a d'abord les modèles statistiques qui vont là, pour le coup, derrière, simplement par entraînement, reproduire la détection d'objets. Donc, il va traiter uniquement le pixel en l'état et faire la distinction entre ce qui est un arbre, ce qui est un toit, avec est-ce que c'est de la tuile, est-ce que c'est de l'ardoise selon les régions, et la même chose sur l'ensemble du surfacique d'une collectivité. Et nous, ce qu'on vient apporter avec le CEA List, c'est la partie qualification, où là, les agents du terrain ou les équipes métiers de la voirie ou autres départements de chaque collectivité va vous faire remonter un besoin. Donc une fois que vous leur envoyez les différents polygones que eux vont utiliser, par exemple pour analyser la dangerosité d'un passage piéton ou le taux d'occupation d'un parking, ce genre de raisonnement peuvent être répliqués dans un modèle d'IA pour le passer à l'échelle et traiter non pas 1 km² par jour, mais pouvoir traiter l'ensemble du territoire en quelques heures. Là, je vous ai illustré quelques objets, notamment à la fois sur une toiture où on voulait analyser l'ensemble du bâti d'une zone et qualifier le taux d'usure. Et les quelques exemples de raisonnement symbolique qui peuvent être encodés. Donc, par exemple, on peut analyser la conformité d'un trottoir. Donc, on détecte le trottoir, et une fois que le trottoir est détecté, on va venir analyser l'ensemble des obstacles qui vont se trouver sur ce trottoir. Et en fonction de la norme qui va être appliquée, on va considérer un polygone attribué comme trottoir comme conforme à la mobilité réduite ou non, avec nécessité du coup derrière de faire des travaux ou de prioriser certains de ces besoins. Et pareil pour le potentiel, ça a été évoqué plusieurs fois là, depuis le début de la journée, les sujets de ZAN, où on va aller encoder un raisonnement qui va aller détecter des zones de potentiel de désimperméabilisation. Donc sur une zone où il y a l'ensemble des trottoirs ne contiennent aucun arbre, on va venir faire des projections pour savoir quel est le potentiel de chaque trottoir sur lequel on peut installer derrière un arbre pour pouvoir l'ouvrir sur le sol. En termes de fonctionnement, les modèles ont été pré-entraînés sur l'ensemble du territoire. Ils peuvent être appelés de deux façons. Donc on a pris
les grandes réglementations du moment sur lesquelles les collectivités travaillent. Donc on va parler de la ZAN, on va parler de la loi L'Homme, de la climat et résilience, qui vont pouvoir être tout de suite appelés par API et exploités directement sur vos outils comme QGIS ou directement Esri. Donc vous recevez, vous déposez votre orthophotographie, vous déposez un shape qui correspond à l'emprise que vous souhaitez analyser, et ensuite le modèle vous renvoie un GeoPackage directement sur votre outil. Ça, c'est si vous avez l'intégration. On a parlé tout à l'heure notamment avec le Lyon Métropole, avec qui on travaille. Lyon Métropole a fait le choix de faire une connexion avec FME. Et Lyon Métropole est totalement autonome. Donc quand ils ont besoin d'analyser une zone et qu'ils ont une réunion dans 2 jours et qu'ils veulent savoir quelle a été la mutation qui est arrivée sur cette zone, ils font directement, ils déposent leur emprise shape, ils appliquent le modèle qu'ils souhaitent, ils rajoutent leur raisonnement et ils reçoivent derrière un GeoPackage avec l'ensemble des polygones et les attributs et une courte présentation qui va venir résumer l'ensemble de l'analyse. Ça, c'est pour les objets qui sont déjà disponibles du coup, dans notre bibliothèque. Aujourd'hui, on en a 12. Ça va du bâti aux espaces verts, au passage piéton. Et l'objet le plus petit, en tout cas sur les orthos qu'on arrive à traiter, c'est les tampons d'assainissement, donc les regards d'assainissement qu'on va pouvoir venir mapper et ensuite ranger dans différentes catégories il est plutôt dédié à la voirie ou est-ce que ça ressemble plutôt à un avaloir. Et après, il y a un deuxième processus qui va... Tout à l'heure, on en a discuté avec le grand Nancy, qui avait une problématique de détecter des pavés pour la réhabilitation de la place Stanislas. Là, pour le coup, c'est un modèle qu'on n'a pas et qui n'est pas réalisable sur des images à orthophoto. Et du coup, quand ce n'est pas disponible sur l'ortho, on doit réentraîner sur des images. Pour le coup, ça sera sûrement du drone ou de l'image immersive. Et là, ça repasse par un process, on doit redévelopper, réentraîner. Et pour revenir sur l'étape en plein milieu, où on va pouvoir lancer massivement, parce que de mémoire, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait 200 pavés à mapper et à référencer, et ensuite à catégoriser dans différents types de classes. Et pour compléter le process, parce que les modèles d'IA, ça reste du purement statistique, et à la fin, vous allez avoir un taux de confiance du modèle. Donc il va vous dire, je suis sûr à 90% que l'objet qu'on cherche est bien celui-ci. Et pour ne pas laisser les collectivités avec 10% d'objets dont on n'est pas sûr, derrière, on vient faire un contrôle qualité et remapper nous-mêmes les objets qui sont manquants. Et c'est pour ça qu'on commercialise uniquement des modèles avec une certitude de 90%, parce que sinon, ça ferait une masse de correction derrière qui serait beaucoup trop importante, parce que quand on récupère l'ortho, on va la découper en milliers d'images, et on va la traiter une à une, et après, on va du coup la reconstituer pour la livraison. Ce que je vous propose, pour pas que ça soit trop théorique, c'est qu'on regarde quelques cas d'usage réels qu'on a fait, et pour aussi pouvoir mieux visualiser la partie, parce que je pense que tout le monde est familier avec la partie IA symbolique qui permet de détecter les objets, mais beaucoup moins avec la partie raisonnement symbolique où on va encoder le raisonnement opérationnel pour vraiment gagner en temps. Et surtout vraiment sur cette partie il y a beaucoup d'intérêt, notamment pour les grandes surfaces, les grandes métropoles ou les territoires où le mapping à la main ou le relevé topographique peut prendre beaucoup de temps et être très coûteux. Et l'avantage des modèles d'IA, c'est qu'on va réduire en temps d'exécution et aussi en coût de traitement. Pour le coup, ça reste vraiment symbolique si on compare à ce qui a été évoqué sur la partie LIDAR. Et juste avant de passer sur les cas d'usage, pour le moment, on traite 4 typologies d'images. Les images satellites, ce que je disais sur les orthos IGN, les orthos à 5 cm de notamment l'Europe vue du ciel, et ensuite, ça va être les images drones. Donc pour le moment, on ne traite pas de LIDAR, parce que le LIDAR, comme vous l'avez évoqué, il y a un temps de traitement qui est très lourd, et les entraînements sont divers. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va, par exemple, récupérer de la donnée déjà existante dans les collectivités, et ça peut être tout type de... On va évoquer après un exemple sur
la détection des passages piétons les plus à risque d'une commune. Par exemple, dans ces modèles-là, on va intégrer la vitesse autorisée sur chacun des tronçons de la commune et aussi le sens de circulation pour pouvoir définir les polygones les plus à risque en prenant en compte le temps de freinage de chaque automobile. Comment on arrive à avoir ces résultats? Je vous disais que les modèles sont sûrs à 90%. Donc, quand on lance une détection sur une zone de 100 km², qui représente à peu près 800 000 images, c'est le cas du Grand Lyon. Avant de lancer les images purement sur les orthos, on va venir pré-traiter les orthos. Et nous, on fait énormément de travaux sur les ombres. Tout à l'heure, on a parlé des ombres portées. Nous, selon les types d'objets et selon les modèles, les ombres vont être soit renforcées, soit supprimées. Donc, quand on a besoin de détecter du linéaire, de redécouper la partie trottoir de la partie voie carrossable pour dessiner du fil d'eau, là, les ombres sont retirées avant de lancer le modèle sur la détection. Alors que quand on veut individualiser des arbres, on va plutôt faire l'inverse. Là, on va renforcer l'ensemble des ombres pour pouvoir avoir les arbres les plus individualisés possibles et du coup les annoter et les référencer. Et la deuxième partie que vous voyez sur la partie basse, du coup, c'est la partie vectorisation de l'image avant le lancement pour vraiment distinguer tous les éléments, un peu sur le même schéma avec moins de précision que le LiDAR, mais c'est ce que offrent déjà les orthos pour pouvoir avoir vraiment une segmentation, parce que les tout premiers modèles d'IA qui ont été développés, c'était surtout de la détection de masse, donc vous aviez un espèce de nuage de couleurs qui représentait la zone que vous cherchiez ou l'objet que vous cherchiez, et pour permettre d'avoir une géométrisation parfaite qui va s'intégrer dans vos outils SIG qui vont être réexploités, on a besoin de passer par cette étape où on va vraiment décomposer les différents éléments qui vont constituer une voirie. Et là, vous voyez, par exemple, sur la signalisation, on mène pas mal de travaux sur la reconstitution des linéaires de pistes cyclables. En fait, on détecte dans un premier temps l'ensemble des symboles qui correspondent aux pistes cyclables et ensuite, on va reconstituer l'ensemble du linéaire. Et d'autres cas d'usage qui peuvent être faits aussi, c'est évaluer aussi le taux d'usure de chacune des signalisations qui sont mises au sol. Et j'évoquais tout à l'heure la vitesse d'exécution, donc la vélocité des modèles. Donc une fois que vous avez, si vous êtes assez staffé pour avoir une connexion API et gérer ça en totale autonomie, ou si vous avez quelqu'un de passionné qui peut faire ça durant son temps libre pour l'intégrer, là pour le coup, au moment où vous faites l'appel, le temps de traitement est à peu près de 5 minutes par kilomètre carré, pour récupérer les polygones avec les différents attributs. Là, un des exemples qu'on a fait, ça c'est une zone, c'est le Grand Besançon, je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas vus. Pour le coup, ils avaient une nouvelle zone qui a été fortement modifiée. Ils ont voulu analyser la mutation entre les 2 millésimes d'orthophotographie et venir détecter l'ensemble du bâti qui a changé, l'ensemble de la voirie, les parkings et la signalisation qui a apparu sur le nouveau territoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le modèle sur la première orthophotographie qui était 2019, qui était à 10 cm. Ensuite, on a relancé sur celle de 2023 pour détecter exactement les mêmes objets, pour générer derrière la mutation donc sur chacun des objets. Et derrière venir les qualifier entre ce qui a été construit, ce qui a été détruit et ce qui a été aussi étendu. Donc là, pour le coup, sur leur territoire, rien n'a été étendu, c'était que de la construction ou de la destruction. Et pareil pour les éléments de voirie ou les nouveaux parkings qui ont été construits. Et là, la demande était plutôt de savoir sur tous les parkings qui ont été construits, quel était leur potentiel de désimperméabilisation et surtout de venir aussi évaluer dans le cadre de la loi climat résilience quels sont les parkings qui doivent à terme accueillir des ombrières photovoltaïques, lesquelles sont soumises, du coup dépassent la taille
des 500 mètres carrés d'obligation. Et l'autre cas d'usage sur ce type d'analyse de mutation à grande échelle, c'est celui du Grand Lyon. Le Grand Lyon a fait appel à nous pour la mise à jour de leur maquette numérique. Donc, ils ont eu une zone qui a fortement modifié et la maquette numérique a été réalisée, si je ne me trompe pas, sur l'Ortho 2020, sur le Grand Lyon. Et du coup, sur la nouvelle Ortho, il y a une mise à jour qui est faite directement par IA. Là, si on regarde sur la partie bâtie, ce que je disais tout à l'heure, le modèle va vous renvoyer un géopackage avec les polygones, mais va aussi vous en renvoyer l'ensemble des calculs que vous pouvez du coup paramétrer vous-même. Donc là, eux souhaitaient savoir le nombre de nouveaux bâtis, ils voulaient savoir la somme de la mutation et aussi faire une distinction entre tout ce qui a été étendu, détruit et construit. Et surtout détecter un potentiel de désimperméabilisation sur leur trottoir. Du coup, là, sur le territoire qui a été analysé, le potentiel de désimperméabilisation a été de 11%, qui peuvent ensuite, derrière, voir avec les élus comment ils veulent orienter leurs prochains travaux. Là, si on regarde, ça c'est plutôt un modèle pour venir faire deux choses, remplacer en tout cas une levée terrain qui prendrait énormément de temps. Là, il voulait, c'est un modèle qui vient détecter l'ensemble des parkings, mais aussi l'ensemble des places qui constituent le parking, en faisant la distinction entre l'ensemble des places standards, les places PMR, et surtout les places qui sont occupées, donc soit occupées par une voiture dans la grande majorité des cas, ou alors par tout type d'autres obstacles. Et là, l'intérêt, c'était de compter, en tout cas sur cette zone, toutes les places de parking qui sont dans la zone, et surtout faire des ratios sur la nécessité de rajouter des places PMR. Et là, cette collectivité, en tout cas, nous a demandé aussi un élément qui est particulier, mais je pense qu'il y a un véritable intérêt pour eux, c'était le taux d'occupation. Mais le taux d'occupation ne veut pas dire grand-chose sur une orthophotographie, parce que c'est le taux d'occupation à un instant T. Et là, bon, c'était pour la blague chez eux, ils voulaient surtout vérifier le taux d'occupation des parkings privés des entreprises. Mais malheureusement, l'ortho a été prise un samedi après-midi. Et du coup, le taux d'occupation des parkings d'entreprise était quasi à zéro. Mais par contre, on a remarqué que le taux d'occupation du centre commercial était très bon. Du coup, tout le monde fait ses courses le samedi après-midi. C'est le territoire du Sicoval. Tout le monde y va l'après-midi. Et l'intérêt aussi pour eux derrière, et pour aussi vous donner une comparaison, c'est que quand ils nous ont passé commande, ils nous ont aussi testé, puisqu'ils ont aussi envoyé en parallèle une personne sur le terrain pour vérifier l'exactitude de nos détections et surtout la vitesse d'exécution du modèle. Donc là, ça a tourné sur 25 km². La personne qu'ils ont envoyée sur le terrain l'a fait en 2 mois. Et là, ils ont pu obtenir les résultats en 72 heures sur cette partie IA, et qui correspondait à 96% à ce qu'avait fait OpenStreetMap à l'époque où ils avaient fait la levée directement sur le terrain. Et enfin, le dernier modèle que je voulais vous partager, et qui est aussi pareil, hein, qu'on a co-créé avec une collectivité dans le cadre de la loi LOM, où aujourd'hui il y a une obligation, c'est de neutraliser l'ensemble des places de stationnement en amont et en aval d'un passage piéton. Et aujourd'hui, la plupart font du relevé terrain ou alors avec la connaissance passée. Et là, pour vraiment vous donner une visualisation de ce qu'on appelle de l'encodage de raisonnement opérationnel, c'est qu'on a détecté l'ensemble des parkings de cette ville. On a ensuite contextualisé la détection, pas du parking, pardon, du passage piéton. On a contextualisé le passage piéton. Donc une fois qu'on l'a détecté, on a regardé autour de cette zone, est-ce qu'il y avait des places de stationnement, est-ce qu'il y avait des voitures garées, et on l'a mis dans un contexte en parallèle en détectant la route et les trottoirs
pour prendre uniquement la zone qui concerne le passage piéton et pour déterminer un polygone qui correspond parfaitement à la zone de risque de visibilité. Et lorsque on trouve une place de... Vous voyez, sur l'exemple, les passages piétons sont détectés, et ensuite le modèle va générer un polygone qui correspond à la zone de risque, et la zone de risque, c'est le simple calcul qui reprend la vitesse autorisée sur cette route. Donc quand c'est ici, c'est du centre-ville, du coup c'était 30 km/h, et le polygone du coup fait 5 mètres de long. C'est le temps de freinage nécessaire à 30 km/h. Et en parallèle, les attributs qui sont associés à chacun des passages piétons contient le taux d'usure de ce passage piéton. Donc on le compare à un référentiel donné. Donc on va comparer l'ensemble des pixels qu'on a détectés et l'ensemble des pixels que devrait contenir un passage piéton parfaitement neuf. Et on donne une note de 0 à 10. Et ensuite, les collectivités peuvent ensuite, pareil, aller voir les élus pour voir s'il faut prioriser plutôt la réhabilitation d'une zone ou d'une autre, en ajoutant un peu de contexte, par exemple tous les passages piétons qui peuvent se trouver à proximité d'une école ou d'un hôpital. Et pareil pour les sujets de visibilité. Il y a des zones, on a parlé tout à l'heure d'ajouter du flux pour savoir quelles sont les zones les plus denses. Ça, c'est des éléments qu'on peut ajouter. Si on a le taux de fréquentation moyen d'une zone, on peut venir pondérer la note de risque sur chacun des passages piétons en disant qu'il faut plus neutraliser des zones où il y a une fréquentation très élevée en priorité par rapport à d'autres. Parce que là, on l'a fait, ce modèle-là a déjà tourné sur 560 km². Et sur les 560 km², sur tous les passages piétons qui sont détectés, il y a environ 39% qui contiennent un risque. Donc c'est un taux assez élevé en centre-ville. Et la loi LOM demande à se mettre en conformité assez tôt, d'ici 2027, donc c'est plutôt demain. Et voilà, ça permet, en tout cas, nos modèles d'IA permettent de gagner plutôt en temps et en réactivité, et surtout éviter, l'objectif c'est pas de supprimer la partie, parce que l'IA a une très, très mauvaise presse sur les métiers qui vont être supprimés, mais là, le véritable intérêt, c'est juste toutes les tâches fastidieuses de venir regarder une zone qui a subi une mutation et de venir reprendre à la main les polygones, là, de le faire à la machine et nous, de se concentrer uniquement sur l'analyse des résultats et prendre les décisions qui s'y a à faire. Et c'est un univers, en tout cas, qui évolue très, très vite. Parce que au début, quand on a commencé, les bases de données étaient plus faibles que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus en France, on a la chance d'avoir de l'open source et du coup, on peut entraîner les modèles sur des bases de données extrêmement importantes et avec des nouveaux enjeux, des nouveaux cas d'usage, puisqu'on parlait tout à l'heure de détecter l'ensemble des places de parking sur un ensemble de parking. Mais lorsque vous prenez souvent les orthos l'été et on est un peu embêté par la canopée. Oui, c'est pour la météo. Et du coup, sur la détection, il y a toutes celles qui sont en dessous de la canopée. C'était un vrai sujet au début, dont le modèle les loupait, parce que pour lui, c'était un simple espace vert. Et du coup, l'intérêt de faire ça, c'est de recouper la même zone avec des images qui ont été prises à une autre période ou des images prises de plus haut, ou même pour faire de la mise à jour plus fréquente, d'utiliser, on en avait discuté ensemble, c'était aussi d'utiliser des images satellites. Mais par contre, on a toujours besoin d'une ortho pour faire la première base de mise en place du polygone. Ensuite, une fois qu'on a le polygone, on peut toujours lui demander de raisonner sur des choses moins précises. Mais la première détection, en tout cas, on le fait. Même si l'ortho date de 2017, il est toujours préférable de la faire sur l'ortho et ensuite de lui ajouter toutes d'autres données pour venir l'enrichir, la confirmer et la réutiliser. Voilà ce que je voulais vous dire sur les modèles d'IA. Si vous avez des questions, à la fois techniques ou sur d'autres cas d'usage ou d'autres travaux qu'on est en train de mener sur ce sujet, parce qu'à chaque fois qu'on parle avec une collectivité,
Généralement, il y a 2-3 besoins qui sont similaires à d'autres collectivités, mais il y a souvent 3-4 besoins qui sont propres à leur territoire. Merci Sophia, vous pouvez applaudir. Merci. Je vais vous lever la main avant. Bon, Serge a une question, mais... Serge a toujours une question. Bon, moi j'en ai 3. Alors la première est très simple. Est-ce que les images drones sont forcément des verticales ou est-ce que vous prenez aussi des obliques? On commence à prendre des obliques, même les orthos obliques. On a fait le premier test il n'y a pas longtemps sur le Cotentin. Notamment pour avoir l'emprise, pour la désimperméabilisation, l'emprise au sol des arbres. Et aussi, ils avaient aussi un sujet de façade, pour aussi un peu regarder sur leurs bâtiments publics l'état d'usure des façades. Pour le moment, on a juste analysé par rapport à un référentiel, un peu comme ce que j'expliquais sur le passage piéton. Mais l'intérêt d'avoir des images obliques, et surtout dans le temps, c'est de pouvoir évaluer l'évolution et la dégradation dans le temps, en comparant 2 millésimes. Merci. Deuxième question, combien de temps est-ce que ça prend pour vous de développer un nouveau modèle pour une détection d'un élément qui n'est pas encore classifié? Très bonne question. Environ. Ou une fourchette au moins. En fait, ça dépendra de plusieurs paramètres pour faire une réponse de Normand. Oui, ça dépend de la complexité de la forme, de la nature de l'objet, Exactement, la complexité de la forme et surtout de votre volonté d'aller vite ou non. Parce que du coup, on peut mobiliser, on parlait tout à l'heure vous avez mobilisé des machines d'une université. C'est exactement le même système avec les IA. Donc, si on fait tourner sur notre propre machine, le modèle d'IA, il va mettre 2 ans à le finir. Si on le fait tourner sur des machines plus puissantes, il peut aller beaucoup plus vite. Et ensuite, ça dépendra aussi de la disponibilité d'un expert pour nous accompagner sur l'annotation. Parce que quand on prend un nouveau projet, tout à l'heure on en discutait sur la partie pavé. Donc si la personne, l'expert sur les pavés, nous met à disposition en tout cas une annotation très précise, nous on peut la mettre à l'échelle très rapidement. Mais la difficulté, c'est surtout d'avoir un socle commun aux différents experts avant de lancer un entraînement sur un objet pour que tout le monde soit d'accord que ce qu'on cherche, ça a bien cette forme, ça a bien cette colorimétrie. Et c'est plutôt ça qui peut prendre du temps. Mais pour vous donner vraiment un ordre d'idée, si on le lance correctement, on a besoin peut-être d'1 mois d'entraînement. Et parce que l'entraînement, nous, pour développer un modèle, on va peut-être annoter 1000 images. Donc ça veut dire qu'on doit entourer 1000 arbres. Hein. Et après, on a développé des outils en interne pour pouvoir, des techniques. On va par exemple récupérer des images IGN, on va recoller exactement le même polygone avec une différente projection. Du coup, on regagne 1000 images et on les tourne sur elles-mêmes, on multiplie par 4. On les rend plus sombres, on les rend plus éclairées. Voilà, c'est des petites astuces. C'est de l'apprentissage et surtout, ça permet aussi de le mettre dans différents contextes et ça nous fait aussi gagner du temps le jour où les orthos peuvent être un peu différents en termes de luminosité et du coup, les modèles sont un peu plus agiles que si on les avait tous entraînés sur des images été avec un super soleil prises toutes à midi. Et dernière question, concernant par exemple les places de parking et leur calcul, est-ce qu'il y a besoin de prédéfinir au préalable le secteur parking pour lancer justement un calcul à l'échelle juste sur ce secteur-là, ou est-ce qu'il est possible de le faire tourner sur un bloc d'images brut Oui, justement, c'est tout l'intérêt. On le fait tourner sur un bloc d'images brut. La seule chose que nous envoie par API ou par mail, c'est un shape de l'emprise. Par exemple, c'est l'emprise de la commune. On veut savoir combien il y a de parking sur la commune, quelle est leur taille et combien il y a de places PMR dessus. Mais ça ne serait pas plus intéressant pour vous de recevoir les shapes des parkings et de faire les calculs que sur les shapes? C'est une question pareille de budget. Par exemple, si le budget est très restreint et qu'on veut vraiment calculer le nombre de places de parking sur une zone donnée d'1 km², et si vous nous donnez déjà l'emprise, effectivement, là, déjà le temps de calcul est beaucoup plus rapide et en plus, c'est beaucoup plus certain, oui. C'est surtout que c'est une donnée qui existe souvent dans les communes, où on les connaît, les emprises des parkings, mais on n'a pas forcément les emprises des places. Oui. Oui, si vous avez l'emprise, effectivement, en fait, le modèle, derrière, il est, on va dire, c'est un modèle statistique, donc on peut aussi le traduire de bête et méchant. Si vous lui dites, tu tournes autour de cette emprise, il tournera autour de cette emprise, donc c'est vous qui lui mettez le quadrillage. Et il ne dépasse jamais. Et voilà, mais ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. J'ai travaillé par le passé avec des IA où c'était une obligation de prédéfinir des types de secteurs
parce que les algorithmes statistiques étaient différents en fonction de la nature du secteur à observer. Je pense que c'est des modèles qui n'avaient pas de couches. Du coup, là, on travaille avec un système de couches qui va d'abord, si par exemple le parking est moins visible que les places, on va d'abord détecter les places et ensuite le parking, et à l'inverse, si le parking est plus visible que l'autre. On a bien compris qu'il y avait donc deux modèles, donc un modèle statistique, après un modèle champ d'apprentissage. Lorsque le modèle d'apprentissage, vous attaquez une nouvelle thématique, est-ce qu'après vous le reversez sur la partie donc, open source? Tout à l'heure vous le disiez, vous utilisez la librairie de l'open source. Donc en fait j'ai deux questions. Est-ce que du coup vous remontez vos travaux, le fait que vous avez travaillé sur une thématique bien précise, sur des clochers imaginons un clocher d'église. Et puis ma deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement les principaux, en tout cas ce qui nous intéresse nous, collectivité, dans la librairie existante en open source, quelles sont toutes les thématiques possibles de détection? Okay. Pour répondre à la première question, il y a des choses qu'on met en open source et il y a des choses qu'on garde pour nous-mêmes. La valeur des modèles d'IA, c'est ce qu'on appelle les HP2 de chaque modèle. Ça, pour le coup, on le garde secret. Mais par contre, sur les règles qui sont encodées, celles-ci, on les partage avec différentes collectivités. Donc, si on a fait des travaux sur les clochers et qu'on a passé du temps avec l'expert clocher d'une collectivité et qu'on a mis en place un modèle qui venait reproduire son raisonnement pour gagner du temps et que vous avez la même problématique, là, il n'y a aucun sujet, on vous le met à disposition. Si vous voulez le bidouiller vous-même, on vous le met même à disposition. Pour le coup, c'est du simple code. Et par exemple, si la personne qui est experte dans les clochers dans le sud de la France va regarder de telle façon, mais que vous voulez changer un paramètre, ça, vous pouvez le changer avant de lancer le modèle. Ce qu'on ne met pas à disposition, c'est surtout les modèles entraînés. Parce que c'est là-dessus que nous, on a passé beaucoup de temps. Et tout simplement parce qu'on n'a tout simplement pas le droit de le faire, puisque notre société a été créée au commissariat à l'énergie atomique. Et du coup, les modèles sont mutualisés avec eux, les serveurs sont chez eux. Et nos modèles sont aussi utilisés pour l'armée. Et pour le moment, en tout cas, on ne peut pas donner... Par contre, si on co-développe quelque chose ensemble très spécifique, là, on travaille sur les sujets des zones OLD, obligation légale de débroussaillage. Et là, les communes qui travaillent avec nous pour la constitution de ce modèle vont disposer du modèle ensuite qu'elles peuvent faire tourner elles-mêmes. Si elles recrutent des développeurs Python chez elles peuvent très bien le réutiliser. Et la deuxième question, c'est, j'ai pas oublié les différentes thématiques. Listez rapidement, ce qui me concerne, les objets détectés automatiquement, ceux qui ont été déjà définis dans la Exactement. En fait, pour pas vous faire une longue liste, on a beaucoup travaillé sur la mutation du bâti et la reconstitution de linéaires de voirie. Donc on va détecter par exemple l'ensemble des routes, l'ensemble des trottoirs. On a parlé des espaces de parking. On va aussi détecter l'ensemble de la végétation. On fait aussi des travaux sur l'individuation des arbres et la reconnaissance de certaines essences, parce que c'est un peu complexe. Et là, pour le coup, on a plus besoin de données plus précises, plus lidar. Mais on a déjà fait des tests pour reconnaître certaines essences. Et ce qu'on peut vous donner aussi comme information dans les modèles, c'est surtout la sécheresse, en tout cas l'état de la végétation, notamment sur le sujet des départs de feu, pour venir donner une note de risque à chaque parcelle cadastrale qui serait entourée de végétation, où là on peut avoir un peu un niveau de précision qui est plus élevé que la norme. Et pour vous donner 2-3 autres exemples de travaux, ça va être, on en a parlé, les tampons d'assainissement qui sont facilement détectables. Et les arbres individualisés, j'en ai déjà parlé. Ouais, les piscines, c'est sensible, on l'a déjà fait, mais après, c'est plus politique derrière leur utilisation. Mais c'est sûr que, comparé à la DGFI, qui le fait déjà, la DGFI a développé un modèle d'IA qui détecte les piscines. Ce que nous, on vient faire
de mieux que là-dessus, c'est qu'on va lancer le modèle, l'ensemble de nos modèles en parallèle, et du coup, le modèle ne va pas se tromper entre une piscine et une place de parking PMR, ce que le modèle de DGFI fait. Donc, on fait les piscines, mais là, oui, il y a des places de parking qui se font redresser. Mais les piscines, c'est quelque chose qu'on le fait. Je dirais que dans l'apprentissage, c'est l'élément le plus trivial à détecter, parce que c'est singulier, même si maintenant on remarque qu'il y a beaucoup plus de petits malins et du coup, l'entraînement, en tout cas l'amélioration des modèles, repose plus là-dessus. Une fois que dans le contrôle qualité, on s'est rendu compte que maintenant, il y a beaucoup de bâches de telle couleur qui ont été utilisées, et ben dans le réentraînement, on va intégrer ces bâches comme potentiellement piscine, et du coup, ça sera réutilisé. Dans le domaine de l'eau, cours d'eau, ruissellement, inondation, tout ça, il y a des modèles qui tournent? Chez nous, pas encore. On n'a pas encore eu de cas d'usage. Si vous avez un cas d'usage, vous pouvez nous l'évoquer. Première remarque, moi je suis convaincu que l'ouverture des modèles est fondamentale pour leur rendre disponible et compréhensible du public, hein, même si on n'a pas que des experts. Et c'est pour ça, je pense qu'il serait fondamental que tous les modèles soient publiés et accessibles, par exemple, sur des plateformes telles que Hugging Face. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, en fait, pour améliorer la détection, est-ce qu'il faut mieux travailler sur les données en entrée ou sur l'entraînement du modèle? Donc les données en entrée, par exemple, on a parlé beaucoup d'ortho, mais si on se mettait plutôt dans un espace photogrammétrique, en travaillant sur les images et leur mise en œuvre photogrammétrique, est-ce qu'on améliorerait les choses? Je vais répondre dans l'ordre. Juste une précision sur l'open source. Nous, le code pour pouvoir entraîner un modèle est open source. Vous pouvez le trouver sur notre Git, il n'y a pas de sujet. C'est vraiment ce qu'on ne met pas en open source, c'est tous les entraînements qu'on a déjà fait dans le passé, donc les heures de calcul qu'on a mis en place. Mais par contre, si vous voulez, vous avez vos propres images, vous les avez annotées vous-même en interne sur QGIS, et que vous voulez entraîner ce modèle et voir un peu quel est votre niveau de sortie, ça, vous pouvez très bien le faire. Ça, c'est en open source. Mais effectivement, vous pouvez, il faut... Nous, on peut vous donner un lien, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore posé sur une plateforme, parce que voilà, il y a plein d'autres sujets, on reste tout jeune. Hein, les travaux de thèse sont terminés il y a 2 ans, et on a déposé la société au greffe il y a moins de 2 ans, en juillet 2022, pardon. 2022. Et l'autre réponse, je vous dirais les deux. Après, ça dépend surtout de la donnée qui est disponible, mais pour améliorer le modèle, on peut soit ajouter plus d'informations en entrée, soit passer plus de temps sur l'entraînement à une précision près, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le surapprentissage. La partie entraînement, on ne peut pas la dupliquer à l'infini. On ne peut pas, par exemple, si on veut améliorer la détection d'un objet tout petit, on ne peut pas juste lui passer de 1000 images à 100 000 images et il sera meilleur. Non, parce qu'après, c'est vraiment comme un humain. Un enfant, si vous lui faites des cours de mathématiques toute la journée, à un moment donné, il va arriver à son max, et après, il va juste devenir plus bête qu'il l'était il y a 5 minutes avant. Et c'est exactement le même fonctionnement sur les modèles. En fait, si vous lui faites du surapprentissage, à la fin, il est tellement fatigué qu'il vous dit « Ok, j'ai trouvé », alors que ça ne correspond pas à l'objet. Donc, il trouve tout et n'importe quoi. Donc, vraiment, la science réside vraiment dans le bon dosage. Encore une question ? C'est plus une remarque qu'une question, c'est que tout ne peut pas être open source, parce qu'effectivement, pour qu'il y ait des entreprises, il faut que... Nous, on fait aussi de l'IA, et effectivement, les modèles sont payants, et c'est normal, quoi. Ça fait gagner du temps, et ça rapporte de l'argent, et voilà. Et moi aussi, j'ai une question sur les risques qui est encore les passages piétons. Comment vous déterminez le niveau de risque? Parce que... Par rapport à la zone de risque de visibilité? Exactement. En fonction de l'emprise du polygone par rapport à l'objet qu'on avait détecté. Donc, si on détecte la place de parking et que la projection du polygone est complètement comprise
dans le polygone de la place de stationnement, la note va être maximale. Oui, mais du coup, c'est vous qui avez autodéterminé... Ah oui, c'est quelque chose qu'on a co-créé avec les personnes avec qui on a fait ce premier modèle pour la première fois. Donc c'est avec la collectivité et surtout les gens les responsables de la voirie qui sont en charge de la maintenance de la mise en place de cette réglementation qu'on a déterminé ce ratio. Mais ça, pour le coup, la règle métier, elle est propre à chacun. Et si vous voulez, par exemple, dès que ça déborde d'un tout petit peu, vous mettez une note de risque maximale, ça, c'est vous qui la paramétrez. Alors, vous pouvez la paramétrer. Dans la science de la sécurité routière, on va dire, il y a des méthodes qui sont proposées par l'Europe, soit basées sur le risque constaté par le passé, autour de l'accidentologie passée, soit des éléments constitutifs de la route qui constituent un risque. Et ça a été modélisé plutôt par des anglo-saxons. Et il y a des modèles éprouvés, je vous laisserai regarder, mais voilà. En tout cas, le nôtre ne prend pas en compte le passé. Et du coup, on prend en compte la route. L'Union européenne suggère qu'on fasse le combinatoire du passé et des éléments constitutifs qui paraissent l'approche la plus intelligente. Je suis d'accord. Et surtout, en fait, à la fin, la note, elle est donnée, mais si on ajoute d'autres éléments, vous pouvez la pondérer avec, par exemple, des éléments passés. Vous pouvez juste pondérer la note qui est générée par le modèle. Merci beaucoup, Sophia. Avec plaisir, merci à vous.